Plume, c'est tout de suite avec Cathy Devel. Plaisir de vous retrouver en ce samedi 1er juillet 2023. Messieurs et dames, bonsoir. Bienvenue dans Encre et Plume. Avec nous dans ces studios, Monsieur Eugène Kondolo pour cette nouvelle édition. Bonsoir Monsieur Kondolo, bienvenue. Bonsoir Madame Devel, merci beaucoup. Et avec lui, nous parlons littérature avec son œuvre intitulée « Bâtir sa propre légende n'est pas une légende ». Qui est-il? Que fait-il? D'où vient-il? Place à la biographie de l'auteur. Eugène Kondolo est un conférencier éclectique, leadershipreneur et transformateur à succès avec un palmarès des résultats réluissants. Expert en communication et leadership, son réseau de coaching et mentorat est étendu au-delà des frontières de sa RDC natale et d'Afrique. Il accompagne plusieurs leaders politiques et des entrepreneurs à développer leur carrière avec éthique sur fond d'un contenu équilibré. Il a formé et coaché des ministres, des élus locaux et nationaux. Par sa plume captivante, c'est un écrivain polyvalent qui est à l'aise avec plusieurs genres littéraires, poésie, roman, essai et tant d'autres. Cet ouvrage est le premier qu'il consacre totalement au développement personnel, social et professionnel, créneau de son approche holistique des leadership en tant que coach de vie. Nous commençons avec notre série de questions. Monsieur Eugène, pourquoi avoir fait le choix d'écrire « Bâtir sa propre légende n'est pas une légende » ? D'où vous est venue l'inspiration? Oui, vous faites bien de dire que c'est un choix parce que il y avait plusieurs autres choses qu'on pouvait prendre. C'est un choix dicté par le background de ma propre vie, mais aussi l'observation de la société. Parce que comme vous venez de le dire dans la présentation, c'est un livre totalement consacré au développement personnel qui est le créneau de mon activité en tant que coach de vie. Et il fallait avoir un livre de référence pour que on ne continue pas peut-être à nous stigmatiser et nous dire que vous enseignez avec les citations de coachs américains, avec des pensées volées dans des livres de tel ou tel autre grand auteur exotique. Alors, c'était très important d'avoir un document de référence. Il y en a d'autres qui arrivent parce que de toutes les façons, après, il y a eu un autre livre, Leadership transformationnel. Et donc, d'abord, c'était important d'avoir ce livre de référence. Et quand on parle de bâtir sa propre légende, on est dans le créneau du leadership transformationnel, on est dans le créneau du développement personnel. Et de manière très brève, qu'est-ce qu'une légende? Une légende, c'est quelqu'un qui parvient à réaliser une vie extraordinaire, tout en restant ordinaire, mais impactant plusieurs vies. Et cela peut être étendu sur plusieurs années, mais aussi couvrant une signification sociale importante. Donc, c'est ça. Mais ce n'est pas seulement un humain, ça peut être aussi une histoire, ça peut être un vestige, ça peut être un lieu. Par exemple, aujourd'hui, les pyramides d'Égypte sont des légendes. Le salle comme Accor Arena à Bercy, les stades comme Maracana au Brésil, c'est des légendes en fait. Il y a une dimension mythique attachée à ce qu'on appelle légende. Et il y a des personnalités comme ça qui ont marqué le temps et qui de génération en génération restent des références. Autant d'années après leur mort, ils continuent à inspirer et c'est exactement ça la démarche et chacun peut le faire à son niveau. Vous faites bien de citer plusieurs légendes d'autres pays. Et la question est donc, il est d'un devoir d'un pays de construire sa légende nationale avec ses propres mythes. Pensez-vous que la RDC ne construit pas sa légende nationale? Pas suffisamment. Je fais mention de cela dans le livre. Imaginez, madame, que nous sommes le premier pays nord-africain à aller à la Coupe du Monde. Nous avons 2 coupes d'Afrique. Le premier africain à jouer à l'Olympia, c'était un Congolais, Tabouley. La toute première femme ministre dans ce pays, Sophie Kanza, a
et occupé des fonctions équivalentes au secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé de l'éducation. En son temps, première femme d'Afrique noire à occuper ces fonctions, mais on n'a pas vraiment la mémoire collective. On n'a pas suffisamment construit cette légende. Le temps mais manquerait de parler de gens comme Joseph Ngala Mpandangila, qui est le tout premier rédacteur en chef noir au Congo, avec le journal Conscience africaine. Il y a des choses qui ont été faites, mais qui ne sont pas suffisamment immortalisées, suffisamment enseignées à la jeunesse, au point que nous perdons de repères. Et pourtant, les peu que nous avons comme référence, on devait les sublimer. Regarde l'exemple, par exemple, il y a de films américains où tu ne peux pas voir un film de noir américain sans qu'il y ait soit l'effigie de Martin Luther King, soit l'effigie de Tupac, soit de Malcolm X. En fait, c'est des références, soit de Rosa Parks. Mais en fait, ce sont des didactiques qui nous permettent d'apprendre l'histoire. Mais nous n'avons pas suffisamment. Qui connaît Kim Pavita dans le fond, qui connaît Sophie Kanza dans le fond, qui connaît Anarit Nengapete, mais qui sont trois femmes qui sont sublimées au Panthéon à Paris. Et donc, à qui la faute? La faute est partagée, c'est une faute collective parce que dans notre pays, on a aussi une sale habitude d'écrire l'histoire selon les besoins de la cause et les intérêts partisans. C'est comme ça que nous avons dans ces pays l'histoire du Congo selon les Mobutistes, l'histoire du Congo selon les Kabylistes, l'histoire du Congo selon les Tshisekedistes, l'histoire du Congo, ainsi de suite, au point qu'on n'a pas codifié, standardisé notre histoire. Un historien, il écrit l'histoire selon qu'il a un penchant pour tel ou tel autre politicien ou courant politique. Et ça, c'est bien dommage. Donc, les historiens devraient être au-dessus de la mêlée. Les cours d'histoire, les cours de géographie, les cours d'initiation à la nouvelle citoyenneté dans nos écoles et universités devraient être codifiés dans le sens de renforcer le patriotisme. Mais on ne peut pas renforcer le patriotisme si on n'enseigne pas à s'approprier notamment la Constitution de la République, et deuxièmement, l'histoire du pays. Et l'histoire du pays s'est fait au travers de ses ambassadeurs, au travers des acteurs qui ont marqué des domaines artistiques, littéraires, politiques, en termes d'invention. On a par exemple sur le domaine entrepreneurial, les Dokolo, les premières banques privées. C'est ici les jalons Bemba, il faut qu'on les enseigne correctement, pas avec de substrat politique, des gens comme les barons Manoka, l'Infonchi, bref. Donc, on n'a pas vraiment l'appropriation de notre histoire jusqu'à ce moment. Et donc, il est temps que le Congolais... Et ça tombe bien que nous faisons cette émission en marge de la commémoration du 63e oui. Anniversaire de notre indépendance. Et il est temps, effectivement, que nous puissions nous poser des bonnes questions sur notre élan. Pas seulement à partir de l'indépendance, mais avant l'indépendance. Aujourd'hui, on n'enseigne pas suffisamment Simon Kimbangu. Parce que, en fait, on croit qu'enseigner Simon Kimbangu, on devient kimbanguiste. Et pourtant, il y a une nette nuance entre Simon Kimbangu, patrimoine du Congo, et le kimbanguisme. Donc, c'est très important. Cette personne emblématique dans notre histoire a fait 30 ans en prison, plus que Mandela qui en a fait 27. Mais c'est Mandela le prisonnier le plus célèbre d'Afrique. Donc, il est donc temps qu'au Congo, que nous puissions prendre conscience exactement, pour mieux valoriser nos légendes. Valoriser et vendre notre histoire comme il se doit. Alors, sur base de quels critères avez-vous classifié les différents types de légendes? Je suis un savant, je suis un penseur, je suis un chercheur, mais aussi je suis un dépositaire de connaissances. Et par conséquent, je serais tenté de poser des questions. Vous êtes journaliste, sur base de quoi un auteur, comme par exemple Alex Muchelli, fait la classification sur les théories de la communication, sur les théories systémiques. C'est en fait le fruit des recherches, et les recherches sont soit... recherches personnelles. Exactement. Les recherches sont soit basées sur une méthode empirique, ce que nous voyons, nous percevons avec nos 5 sens, et ça aide beaucoup. Mais aussi, il y a une analyse personnelle et qui parvient à vous permettre, et comme je suis expert sur les questions de leadership et de développement personnel, j'ai réfléchi sur l'incidence du développement personnel dans la construction de sa légende, et c'est comme ça que j'ai sorti la typologie de la légende, un peu comme chez vous en journalisme. Il y a la typologie de la presse, il y a la typologie de genre journalistique, ainsi de suite. Donc c'est exactement cela. On ne devient pas une légende sans en payer le prix. Le fruit de plusieurs sacrifices physiques, matériels et tant d'autres ne suffisent pas. Bien plus, la grâce de Dieu joue un grand rôle.
Vous êtes contre l'hypocrisie humaine qui fait croire que la réussite est résultat seulement des efforts humains. Est-ce forcément faux? Et exactement, je l'ai dit sans vraiment crainte d'être contredit, que quelqu'un me montre par A plus B comment il a totalement réussi et s'il nous dit que c'est rationnel et qu'on mette quelqu'un d'autre dans les mêmes circonstances, n'est-ce pas que l'on dit que dans le même contexte, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si c'était rationnel et totalement dépendant des compétences, qu'on prenne une personne de même potentiel qui est, par exemple, je prends un exemple comme ça, la légende Mutombo Dikembe, qu'on prenne une autre personne de la même taille que Mutombo Dikembe, qu'on le mette sur le terrain de basket, qu'on lui donne le même moyen que Mutombo Dikembe quand il est arrivé aux États-Unis, si on va avoir le même résultat. Mais pourtant, donc il y a une dimension immatérielle, une dimension grâce que le laïc appellerait chance, qui joue dans chaque réussite. Parce que qui vous place à un endroit et pour que vous puissiez avoir l'opportunité où? C'est pas le hasard? Le hasard, c'est l'autre nom de Dieu. Et justement, c'est une autre façon d'appeler ça. Vous pouvez appeler ça hasard, vous pouvez appeler ça chance, mais c'est la grâce. En fait, le hasard est trop hasardeux. Quelle tautologie. Voilà. Parce que le hasard veut dire que il n'y a rien qui a produit ça. Et il faut faire attention. Même la grâce, en fait, rentre dans la conjonction de faits. Par exemple, quand je dis que tu te places à X endroit, ça veut dire que s'il y a la grâce, pour que cette émission puisse avoir lieu, je dois quand même me déplacer pour arriver ici. Donc, on ne peut pas faire cette émission comme par Bluetooth. Moi, je suis chez moi à GB et vous êtes ici, en fait. Donc, il y a les efforts humains qui entrent dans cette grâce et qui se combinent parce que même le fait que je puisse faire cette route sans avoir des embouteillages. Comment j'ai calculé ça? C'est une grâce. Voilà, c'est une grâce parce que à des heures de pointe, sur Ngouma, il y a beaucoup d'embouteillages. Donc, il y a des paramètres qu'on ne peut pas forcément maîtriser et qui entrent en jeu dans la réussite. Donc, jusqu'à preuve du contraire, vous dites que Dieu il joue un très grand rôle. Un rôle prépondérant. En matière de légende, à vase clos, il faut mieux cerner le lieu de sa destinée. La question est donc, comment cerner le lieu de sa destinée? Oui, ce qui est important à savoir, c'est que c'est un peu comme les graines, c'est un peu comme le type d'arbre fruitier, c'est un peu comme le race de toute existence, notamment les animaux. Il y a des animaux qui sont bien dans les déserts, il y a des animaux qui sont bien dans la forêt, il y a des animaux qui sont bien dans l'eau. Et selon les saisons. Et selon les saisons. Mais après, il y a toujours, un peu dans la dimension grâce, il y a toujours en fait des particularités où des gens parviennent à être productifs, quelles que soient les saisons, quels que soient les endroits où ils sont. Mais ça relève de la particularité. Et donc, tous les individus ne sont pas appelés forcément à réussir aux mêmes endroits. Et même, pour preuve, beaucoup de gens prennent les risques de quitter l'Afrique pour l'Europe. Pour l'Europe. Mais ils ne réussissent pas de la même façon. Et il y a d'ailleurs plusieurs qui n'ont pas réussi, qui deviennent aigris et qui deviennent des combattants et qui pensent que les autres ont réussi parce qu'eux, ils ont échoué. Donc, c'est pas forcément l'Europe, les lieux déterminants. L'Europe peut avoir des avantages. L'Europe peut booster, amplifier certaines choses, mais il faut que tu commences par en avoir. Et donc, les lieux de la destinée, on peut le sentir, on peut le vivre. Donc, c'est quand tu mets la graine sur une terre appropriée, tu sais voir germer. Mais si tu fais un endroit 5-10 ans et que tu vois que ça produit pas, il est temps de changer. Il faudrait que tu te poses des questions, voilà. Dans la légende de tueur de légende, vous dites qu'il faut tuer une légende pas par des critiques et médisances, mais par des actions plus que ces derniers. Mais est-ce important de tuer une légende existante pour être une légende à son tour ou faire sa légende? Très bien. Si vous voyez cette catégorisation des légendes, il faut pas prendre tuer au sens premier. Et c'est comme ça que je dis qu'il ne faut pas aller dans des critiques, dans des trucs. Tuer la légende ici, c'est une image. Ça veut dire faire mieux que quelqu'un pour prendre la place du rayonnement qu'il avait. Par exemple, c'est quand doubler les efforts. Doubler les efforts. Par exemple, c'est quand tu bats le record de quelqu'un. Si par exemple Usain Bolt était le champion du monde sur 100 mètres,
il faudrait que Gary Catlin vienne battre le record. Et par conséquent, en battant les records, tu tues la légende, tu vois, parce que jusqu'à preuve du contraire, il était imbattable. À présent, Voilà. c'est Voilà. bien clair. Et là, tu l'as battu. Maintenant, est-ce que tu enlèves tout ce qu'il avait eu comme médaille avant? Non. Pas du tout. Mais seulement tu entres dans le palmarès et les projecteurs sont sur toi. C'est exactement ce que ça voulait dire. Donc, il faudrait juste savoir. Et l'exemple parfait, c'est dans le catch. J'évoquais ça avec Randy Orton, qui s'était même surnommé tueur des légendes. Donc, en fait, c'était sa marque de fabrique pour parvenir à s'imposer dans la WWE, qui est le plus grand championnat de catch au monde. À tous ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes sur la 87.8 B1 FM, dans Encre et Plume. Nous parlons leadership, coaching, légende avec M. Jean Kondolo et de son œuvre « Bâtir sa propre légende n'est pas une légende ». Chaque travail ou service rendu mérite son salaire, sa récompense. Vous évoquez l'effet d'avoir beaucoup rendu service sans être rémunéré à votre juste valeur. Qu'au fil du temps, cela a été important et vous semblez d'accord avec ça parce que ça aiguisait votre savoir-faire. Mais est-ce une chose à encourager? Que dites-vous à quelqu'un qui passe par cette même situation? Très bien. Vous verrez que je commence par stigmatiser cela. Ça veut dire que je n'encourage pas. Mais maintenant, j'évoque le fait que bien que ayant subi cela a contribué en fait à me faire grandir, à me donner le background que j'ai, parce qu'il y a des choses que j'ai fait, si on me l'avait demandé de les faire, peut-être que je l'aurais pas fait. C'est parce que j'ai eu à le faire, sous les labels de gens qui pensaient être malins, qui pensaient m'utiliser, mais j'ai eu beaucoup plus d'expérience. Ils vous ont plutôt aidé. Voilà, qui me permettent à maintenant devenir incontournable sur ce domaine. Et cette partie-là, vous l'avez tirée dans la section où je parle de la serviabilité, le sens du service. Donc, l'une comment je vais dire l'un des secrets ou l'un des principes dans la construction, dans la consolidation de sa légende, c'est qu'il faut être prédisposé à servir. Et vous constaterez avec moi que la plupart d'auteurs, ou sinon tous, ils se mettent d'accord que le maître mot du leadership, se servir. Et donc, même la préfiguration dans la Bible, Jésus l'a montré quand il a lavé ses disciples et que Pierre était gêné, il a dit non, si tu veux être grand, si tu veux être maître, commence par servir les autres. Et c'est très important. L'attitude, la prédisposition à servir est une très, très bonne chose pour bâtir sa propre légende. Mais sinon, vous n'encouragez pas l'effet de ne pas récompenser quelqu'un. Non, je n'encourage pas les gens qui veulent profiter des autres. Tout à fait. À la 80e page de votre livre, vous parlez de la démystification de légende par les réseaux sociaux. Nous voulons savoir comment les réseaux sociaux ont démystifié plusieurs fausses légendes congolaises et renforcé d'autres fausses légendes 2.0 comme vous l'avez écrit. Voilà. Ici, j'ai évoqué le cas, comme vous le savez très bien, avant l'avènement de réseaux sociaux, il est des coutumes, jusqu'à aujourd'hui, il est toujours des coutumes, que dans notre musique particulièrement, il y a beaucoup de gens que l'on lance, qu'on dédicace dans la musique, et qui étaient donnés pour des gens extraordinaires. Ils avaient des noms assez bizarres, beaucoup étaient dans la diaspora, on ne savait pas exactement qu'est-ce qu'ils faisaient comme travail, mais ils parvenaient à trouver de l'argent pour donner aux musiciens. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, beaucoup ont été un peu mis à nu, parce qu'on les prenait trop dans une dimension assez mythique, mais que après on a découvert que c'était des personnes qui vendaient pour la plupart du vent, mais qui ne sont pas réellement en fait des gens qui ont marché sur la Lune ou bien qui ont créé l'avion ou qui ont inventé la calculatrice. Tu vois ce que je vais dire? Et de fausses légendes 2.0. Voilà. Alors les fausses légendes 2.0, c'est des gens qui en fait construisent des mythos, qui construisent de faux mythes derrière les claviers. Vous voyez, donc c'est trop facile de créer. Il y a même des gens qui ont créé de faux comptes. Vous voyez, donc mais après dans la vie réelle, il y a vraiment décalage. Hein, il y a vraiment une sorte de fossé, entre un hiatus entre ce qu'ils ont vendu virtuellement et ce qu'ils sont réellement. Le chose connue
côtoyer de grands pour être comme un grand, assister à tout prix à de forums, soirées network, avoir à tout prix des diplômes ou certificats. Vous qualifiez toutes ces choses du conformisme, le piège du complexe. Et plus loin, vous dites diplôme, photo, événement, opium du peuple. Cher auteur, explicitez nos auditeurs. Ouais, très bien. Ici, je suis dans une section où je parle de la reconnaissance que les gens ont tendance à vouloir avoir des autres. Et par conséquent, quand on veut construire sa légende, il ne faut pas se tromper à soi-même. C'est très important. Dans la vie, il faut aspirer à la connaissance, parce que même la Bible dit, à la fois ajouter la connaissance. Et quelqu'un a dit que mon peuple périt faute de connaissances, n'est-ce pas? Donc il faut avoir des connaissances. Mais qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens, au lieu d'avoir les connaissances, ils veulent avoir la présomption des connaissances. Les papiers, les diplômes. Aujourd'hui, il y a même un phénomène où les gens sur Twitter, ils écrivent leur nom, ils ajoutent PhD. Ils écrivent leur nom, ils ajoutent MBA. En fait, moi, ça me fait rire, en fait. Ça véhicule quand même les complexes. Parce que les gens veulent qu'on les identifie par leur titre. Et non pas par les actions qu'ils ont menées. Et non pas par la capacité de transformation du monde. Et ici, je décourage les gens à courir derrière ce genre de trucs. Est-ce que je suis en train de dire aux gens de ne pas étudier, de ne pas avoir des diplômes? Non. Mais j'ai donné l'exemple. Tu n'as pas parlé de ça. Des gens, par exemple, il a 6 diplômes, 7 diplômes post-universitaires. En fait, pour juste l'orgueil. Pour que quand vous avez juste une petite altercation, qu'ils disent, est-ce que tu me connais? J'ai 6 diplômes. Mais le problème, ce n'est pas que tu dises que tu as 6 diplômes. Les gens doivent voir que tu as 6 diplômes. Qu'est-ce que ces diplômes ont apporté dans ta propre vie et qu'est-ce que ça a apporté comme contribution au monde. Et aujourd'hui, il y a aussi une génération des jeunes. Je ne suis pas contre moi-même, je suis conférencier, j'organise des événements de rencontres, des networking. Mais il y a des gens qui, pour eux, ils doivent juste aller là-bas pour faire des selfies. Parce qu'on a dit que X, Y sera là, un peu comme dans les Matanga, un peu comme aujourd'hui sur Twitter. Les gens s'abonnent sur Twitter, ils refusent Facebook parce que en fait, il va aller suivre quelqu'un qui les connaît pas. Ah bon? Fortuitement, oui, parce que sur Twitter, tu vas rencontrer tous les policiers congolais. Et tu voilà. as la facilité de tweeter. Tu vois, et de chercher à les contredire, tu vois. Donc, il y a ce complexe qui habite un peu beaucoup de gens. Donc, diplôme sans action ne vaut rien. Ça ne vaut absolument rien. La nuance que vous faites entre un modèle et ton modèle est intéressante. Surtout l'exemple donné des présidents africains qui saluent la légende Nelson Mandela, mais en cachette copient scrupuleusement la légende Mobutu. Dans ces cas, que dire? Cette appréciation est mensongère puisque le faire aiguise les fers, dit-on. Il suffit pas juste d'apprécier, mais il faut s'identifier à la personne appréciée. C'est ça, en fait, ton modèle. Parce que si vous demandez à tout, vous faites passer le micro-baladeur, je crois que même si vous appelez tous les présidents africains, ils vous diront que, voilà, Mandela, c'est leur modèle. La plupart. Beaucoup de jeunes, ils vous diront que Mandela, c'est leur modèle. Mais dans la gestion, Mandela a fait un seul mandat et il a refusé de faire le deuxième mandat. Quel est le président qui est prêt? Je ne dis pas que c'est forcément ça, c'est qui développe le pays. Parce que après, c'est discutable, les questions notamment de démocratie, des dictatures, quels sont les modèles africains qu'il faudrait, pourquoi on doit nous tenir par la gorge, par l'Occident, chaque fois organiser les élections comme ça, on va surveiller. Bref, je voulais juste insister sur le fait que quand vous prenez quelqu'un pour modèle, c'est comme aujourd'hui par exemple, l'un de mes modèles, l'apôtre Roland Dallot. Beaucoup de gens disent qu'il est leur modèle, mais ils ne sont pas simples comme lui. Bah, par exemple, ils ne sont pas humbles comme lui. Donc, quand on a quelqu'un pour modèle, on copie tout de la personne? Non, on ne copie pas tout de la personne. On copie les valeurs que la personne véhicule. Parce que c'est ça la substance du modèle. C'est les valeurs. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on a des modèles universels. Tu n'es pas forcément dans le même domaine que lui. Tous ceux qui prennent Mandela pour modèle ne sont pas forcément dans la politique. Oui. J'ai vu Liliane Thuram qui a fait un livre sur les étoiles africains. J'ai vu beaucoup de gens qui sont dans d'autres domaines, mais qui les prennent comme modèle. Mais est-ce que ça c'est pour autant dire que il faudrait que on divorce, qu'on redivorce, qu'on se remarie, qu'on aille prendre la veuve de notre président, voyez? Donc, il faut prendre ce qui est bien, mais il faut prendre ce qui est fondé sur les valeurs par rapport à ce que vous apprenez. Parce que si vous dites que X est votre modèle et que vous faites tous les contraires
de ce qu'il fait, ce qui est un problème. D'accord. Quand on a conscience de l'impact de sa destinée sur les vies des autres, il est important de veiller à ne pas piéger sa légende ou l'empoisonner. C'est-à-dire, il ne faut pas perdre de vue qu'en bâtissant votre légende, vous acceptez d'être un modèle, vous vous portez candidat au mentorat de ceux qui voudraient avoir votre empreinte. Ces petits extraits relèvent en fait qu'une légende est emprisonnée de sa propre légende. Il ne sait pas vivre comme bon lui semble, il vit avec contrainte pour faire valoir la face ou l'image voulue au monde entier. Mais c'est ça le prix à payer. C'est ça le prix à payer. En fait, vous ne pouvez pas imaginer construire votre légende et vivre pour vous-même. Parce que tu réussisses dans le privé sur des choses qui n'avaient pas forcément une orientation sociale, dès lors que ça prend certaines proportions, le monde te regarde. Le monde a besoin de t'écouter. Le monde a besoin de savoir tes faits et gestes. Et du coup, en fait, tu es emprisonné par ta légende, comme pour prendre tes mots de tout à l'heure. Mais en fait, tu n'es pas emprisonné, mais tu te conformes au régime alimentaire de la légende que tu as construit. C'est un peu comme une femme enceinte. Et les femmes avant tout, non? Mais les femmes enceintes, ça veut dire qu'aussi elle a besoin de mettre un pantalon jean qui la serre, des hauts talons, elle va réfléchir à 2 fois. À 2 fois, tout à fait, avant de faire. Et pourtant, toutes les femmes peuvent mettre. Maintenant, parce qu'elle est avant tout femme, mais elle est femme enceinte, elle va doser sur sa façon de faire. Elle ne peut pas prendre le médicament sans avis du médecin. Alors que, même si on n'encourage pas l'automédication, par expérience, on est dans un pays tropical, des symptômes de fièvre et tout peuvent te dire que c'est la malaria. Tu peux prendre un produit ou bien tu peux prendre un calmant. Mais une femme enceinte ne peut pas s'autoriser ce que tout le monde s'autorise. C'est exactement comme ça. Ça ne veut pas dire qu'elle devient prisonnière, mais seulement elle se conforme au régime alimentaire et au régime de prescription de l'état dans lequel elle se retrouve. Et tout bâtisseur ou aspirant à bâtir sa propre légende est dans cette logique où il doit respecter le régime de sa personnalité. Mais dans le même livre, vous parlez également d'un mode de vie pas toujours exemplaire de certaines légendes. À d'autres même, leur tache d'huile sur leurs vêtements les a coûté la vie, leur succès ou carrière, ainsi de suite. Et c'est là que doit intervenir la personnalité de celui qui est fan d'un modèle ou d'une légende. Mais n'est-ce pas contradictoire par rapport à la question précédente? Non, pas du tout contradictoire. Tout à l'heure, la question même avant la dernière question, j'étais en train d'évoquer Mandela. Et dans le livre, je l'ai dit à juste titre sur le chapitre où je parle de modèle, j'évoque Barack Obama, qui est un modèle pour moi. Votre modèle par excellence? Exactement. J'en ai 5. Barack Obama, Martin Luther King, Mandela, l'apôtre Roland Dallot et Denzel Washington. Ils ont en commun l'humilité, la simplicité. C'est ce que j'aime. Et c'est des personnes extraordinaires. Les 4 ont en commun le fait qu'ils ont fait le droit, sauf Denzel Washington. Mais c'est des personnes formidables. Obama a fait les droits et les relations internationales et je focus sur Obama. Obama, à tout point de vue, son histoire m'enseigne plus que 100 livres de leadership. Un peu comme l'apôtre Roland Dallot aussi. Mais seulement Obama, pendant tous les temps qu'il a été président de la République, même maintenant, c'est vrai que maintenant il n'en parle pas beaucoup. Il a soutenu l'homosexualité. Mais c'est mon modèle. C'est comme ça que je dis que les modèles sont des personnes, ce ne sont pas des dieux. Donc, ils peuvent avoir des faiblesses. Mais est-ce que ces faiblesses enlèvent le fait qu'ils sont modèles? Non. Maintenant, c'est là que entre en jeu la personnalité du monté ou de celui qui est impacté par ce modèle. Moi, parce que j'ai une personnalité, j'ai des valeurs africaines, je sais que je suis africain et que on ne peut pas faire de relations contre nature. Je suis de surcroît chrétien et que clairement dans Lévitique comme dans Romains 1, 26 à 29, il est clairement dit que les pratiques contre nature, un homme qui va avec un homme, une femme qui va avec une femme, c'est abominable et même celui qui soutient cela est condamnable à mort. Et par conséquent,
je me désolidarise sur cet aspect-là avec la démarche d'Obama d'être un homme open qui se dit que il tolère. Mon problème, c'est que cette pratique ne rentre pas dans les valeurs africaines et on ne peut pas nous l'imposer. Je riais tout à l'heure, avant que je n'arrive, j'ai vu une vidéo où le vice-président, je crois le vice-président du Mali, a dit les Tunisiens, les Turcs nous amènent des industries, les Chinois ils viennent construire, le Russe ils amènent des projets, mais la France nous amène l'homosexualité. Tu vois en fait la dimension de la chose. Et donc on a comme impression que autant eux ils défendent le droit des homosexuels, ils ne veulent pas que nous défendons notre droit de ne pas adhérer à ça. C'est la contradiction même de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous comprenez? Et cela paraît absurde. Ça paraît absurde. Et par conséquent, si tu n'as pas de personnalité, parce que tu es admiratif d'Obama, ça veut dire que tout ce qu'Obama, tout ce à quoi il adhère, tu adhères. Non. Donc, c'est en fait ça la nuance quand j'insiste sur le fait d'avoir la personnalité. Parce que la personnalité te permet de rester les deux pieds sur terre, d'avoir la tête sur les deux épaules, d'être équilibré et de savoir ce qu'il y a. Parce que ce qui est important de savoir, ce que Senghor le dit, c'est pas moi. S'enfermer dans sa culture, c'est s'appauvrir. Nous devons de nous ouvrir aux autres, d'assimiler, mais de ne pas se faire assimiler. Le monde est un rendez-vous du donner et du recevoir, mais il faut savoir garder les tâches, les traces de sa peau de zèbre, parce que ça fait sa culture. S'il n'y a pas, tu deviens comme l'antilope. Très bien. Puisque vous avez parlé de Barack Obama, à un moment de votre vie, si pas jusqu'à ce jour, vous vous faites appeler Obama. Tel est votre modèle, Barack Obama. Nous avons retrouvé un de vos proches qui nous en dit plus sur l'homme Obama. Parler de Jean Kandolo, pour moi, les mots ne seront jamais assez pour exprimer mon profond ressenti. Obama, comme j'aime bien l'appeler affectueusement, que le monde admire aujourd'hui et semble découvrir les conférenciers éclectiques, les leadershipreneurs, les transformateurs, les coachs, les mentors, c'est quelqu'un qui représente beaucoup pour moi. Ça fait 18 ans qu'on est amis. On a eu un long parcours, on a travaillé ensemble à la fois lorsqu'il était chef de promo, j'étais son adjoint et lorsqu'il est devenu président des étudiants également. Je dois dire qu'il porte bien ses surnoms, Obama, car au-delà de la ressemblance physique, c'est la personnification de l'audace. Avec Jean Kandolo, il n'y a pas de plafond de verre. Il a su prouver à plusieurs reprises qu'effectivement, bâtir sa légende n'est pas une légende et que cela s'inscrit dans le domaine du possible comme cas possible. Je remercie la vie d'avoir permis à ce que dans mon parcours, je puisse rencontrer une telle lumière qui aujourd'hui continue à briller et que le monde semble découvrir et que moi, j'ai eu la chance de côtoyer, voilà bientôt 20 ans. Il y a quelque chose qui m'a toujours marqué chez Jean Kandolo, raison pour laquelle je l'ai toujours qualifié d'as des piques. En effet, l'auteur, l'éditeur, les mentors, les coachs qu'il est aujourd'hui, l'a toujours été pour moi. J'ai toujours bénéficié de cette lumière qu'il a. Eugène Kandolo, merci pour ces chefs-d'œuvre. J'espère que ce n'est pas les derniers. Et Obama, merci de nous pousser à être plus audacieux, à ne pas nous mettre dans une posture de faiblard, à pouvoir surmonter nos peurs et à pouvoir bâtir notre propre légende. Vous l'avez sans doute reconnu, c'est M. Fabrice Ouanette, qui a été votre collègue d'université. Alors, qu'est-ce que vous dites par rapport à son petit commentaire? Vrai, c'est que quand tu m'as dit qu'il y a une surprise, tout de suite, j'ai pensé à lui. Je me suis dit que s'il y a une surprise qu'on va me faire ici, ce Fabrice. Mais quand tu as mis l'audio et que j'ai commencé à suivre, j'ai commencé à me demander en fait, comment
c'est possible que ça soit lui qui est en train de faire ceci. Mais en fait, j'étais bluffé. Donc, j'ai douté même de ma première pensée que j'ai eu tout à l'heure. Quand tu dis, il y a eu une surprise. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé immédiatement. La seule personne dans ma tête à qui j'ai pensé, c'était lui. Mais quand l'audio commence, je me demande, en fait, j'ai doute même de ce que j'avais dit là. Ah, Miss. Il était dans le secret de cette émission, mais c'est vraiment surréaliste. Voilà, ça me touche énormément. Ce qui est vraiment, je suis très vrai. Et il essaie, c'est un ami. Ça me dépasse parce que dernièrement, j'étais même en train de l'en vouloir. Je me demandais même quel était les thermomètres de notre amitié. L'aiguille était à quel niveau, mais ça m'a beaucoup bouleversé, ça m'a beaucoup touché. C'est comme il est dit, hein, moi je l'appelle afro-député. C'est vraiment quelqu'un avec qui nous avons connu beaucoup de moments extraordinaires dans la vie. Et je suis très très flatté, touché que ces mots viennent de lui. Monsieur Fabrice Ouanette, nous vous remercions. Dans Bâtir sa propre légende, vous parlez de l'identité personnelle, de l'intimité de votre chambre. Avec tout le moment difficile révélé, l'auteur se présente au monde avec toute sa vulnérabilité. Pourquoi donc? Il y a une chose qui est très importante, que les gens sachent que ceux qui construisent leur légende ne sont pas en fait de robots. Ce sont des personnes faites de chair, de sang, de l'eau et qui peuvent ressentir la douleur. Ils peuvent aussi avoir toute la combinaison des sentiments qui existent. Ça veut dire sentiments de joie, sentiments de tristesse, sentiments de regret, sentiments de déception et tout ce qui vont avec. Et que aussi l'autre dimension est pédagogique pour permettre à ce que les gens sachent que ce ne sont pas des super women et des super mines qui ils font tout par baguette magique. Ça veut dire qu'ils ont eu des moments de doute où ils continuent à en avoir, mais seulement ils ont décidé de d'écrire leur histoire, de construire leur légende, quoi qu'il advienne. C'est pour montrer que on ne construit pas la légende dans la facilité. Voilà. 3 ans après sa publication. Et il n'y a pas, j'allais dire, il n'y a pas meilleur didactique que de parler de soi-même. Parce que c'est très important. Non pas prêcher sa vie, mais montrer, parce que souvent on dit, ah non, lui il parle ça, mais est-ce qu'il a réellement vécu? Voilà, très important. 3 ans après sa publication, ne regrettez-vous pas d'avoir dit beaucoup trop sur vous? Non, pas du tout. Et vous serez même surpris, il y aura beaucoup d'autres livres autobiographiques, parce que moi je me dis, c'est difficile pour que quelqu'un comme moi ait une seule autobiographie. Et là, ce n'est pas un livre autobiographique, c'est un livre pédagogique, c'est un livre de développement personnel. Et je suis un instrument de transformation, comme Emmanuel Kant l'a dit. Il parle de la perfectibilité de l'espèce humaine. Et dans mon processus de perfectibilité, j'ai connu notamment cela et par conséquent, il faudrait le montrer parce que aujourd'hui, il n'y a pas mieux qui transforme, qui challenge les gens, qui booste les gens, qui fait rêver les gens que de leur parler de votre expérience. À ce jour, Eugène Kondolo est-il une légende? On en dira. Il y a d'autres personnes qui pensent ainsi, mais d'autres non. Mais je voudrais que, bon, voilà, qu'il y ait des gens un peu trop cartésiens comme Fabrice. Fabrice, c'est pas quelqu'un de trop sentimentaliste, hein. Donc, des gens comme les Fabrice Ouanette, les gens comme bon, d'autres personnes, hein, ils peuvent donner des témoignages, mais sans fausse modestie, je peux dire que j'ai fait un parcours. Aujourd'hui, je suis une référence pour beaucoup des jeunes, et à juste titre, on serait peut-être sous d'autres cieux. Ça aurait une autre connotation. Je serais dans un monde où je signe des autographes chaque jour. Bon, aujourd'hui, les autographes ont été changés, remplacés par des selfies. Je ne pars pas à un endroit où on ne me demande pas des selfies. Donc, est-ce que déjà je rentre dans les critères de légende? Je ne sais pas. Oui, monsieur Jean mais Kondolo je suis est le prochain sur la légende. liste. Alors, monsieur Kondolo, où s'est procuré de bâtir sa propre légende n'est pas une légende? Les éditions Cas Possible, il y a un numéro. Et nous, comme on aime honorer nos clients, on aime honorer ceux qui nous lisent parce que c'est quand même une denrée rare, hein, les lecteurs de livres. Il faut le dire.
Ouais. Il faut le dire. Ouais, il faut le dire. Il faut le dire. Et il y a même de stigmatisation du type, si vous voulez cacher quelque chose à un Noir, à un Africain, particulièrement à un Congolais, il faut mettre dans un livre et tout ça. Alors, ceux qui sortent du lot, qui nous démontrent que cela n'est pas l'absolu, cela ne relève pas de la vérité universelle, nous devons les honorer. Et c'est comme ça que les plus souvent, j'aime prendre des selfies avec ceux qui payent le livre. C'est vrai que ça fait aussi un coup de pouce marketing, mais en fait, c'est pour immortaliser et permettre aux gens d'avoir ce beau souvenir avec. Et comment vous retrouvez pour avoir justement ces livres? 081 291 46 31. Le numéro commercial, le numéro 24/24 sur WhatsApp, les gens peuvent appeler et puis les autres détails peuvent suivre. Monsieur Eugène Kondolo, Encre et Plume vous remercie de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci, chers auditeurs, de votre fidélité. Ne manquez pas de nous suivre sur nos pages réseaux sociaux, Facebook, Instagram, notre chaîne YouTube. Et si vous voulez faire la promotion de vos œuvres, écrites tant littéraires que scientifiques, n'hésitez pas à contacter nous au 081 97 56 972. Restez branchés sur la 87.8 B1 FM. Quant à moi, je vous retrouve le samedi prochain. Encre et Plume avec Cathy Devel. Encre et Plume. Chaque samedi, 20h10, Encre et Plume.